Révérend Père, envoyé du chancelier de l'IAC Béni, Révérend Père, recteur de l'IAC Béni, Révérend Père, secrétaire en charge de la recherche, Monsieur le secrétaire général académique, chers membres du corps enseignant et administratif de l'UAC Béni, distingués invités, chacun à son rang respectif, bonjour. Nous vous accueillons encore une fois dans la deuxième partie de notre programme consacré à l'inauguration solennelle de l'année académique 2025-2026 et l'intégration de nouveaux étudiants. Comme bien annoncé et en acheminant avec les programmes, nous sommes dans la deuxième partie qui est consacrée à la conférence inaugurale. Et sans perdre le temps, nous allons accorder la parole à notre conférencier, le secrétaire général à charge de la recherche, qui va exposer. Et s'il y aura des questions, je pense on aura posé quelques questions avant de clôturer la deuxième partie et poursuivre la suite des activités de la journée. Révérend Père, vous avez la parole. Monsieur le maire de ville in absentia, Révérend Père supérieur provincial des Augustins de l'Assomption, province d'Afrique, représenté par le premier assistant, Révérend Père recteur de l'UAC Béni, Monsieur le secrétaire général académique, Révérend Père secrétaire général administratif, Révérend Père et Révérende Sœurs, Messieurs et Mesdames, les représentants du pouvoir public, Messieurs et Mesdames, les représentants de l'ESU Béni, Messieurs et Mesdames, les représentants de l'UAC, les enseignants de l'UAC Béni, chers amis de l'UAC Béni, chers étudiants et étudiantes de l'UAC Béni, distingués invités, bonjour. À l'ouverture de l'année académique 2025-2026 à l'Université de l'Assomption du Congo de Béni, en sigle UAC Béni, j'ai pensé que la leçon inaugurale devrait nous rappeler ce que la société attend de nous. Nous sommes dans un contexte de la mondialisation où le faible est écrasé, mais où nul ne peut progresser seul. Nous sommes dans un monde qui demande de plus en plus que les individus et institutions sociales travaillent en partenariat. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous adresser un discours sur la solidarité africaine qui est notre richesse à protéger à tout prix. Le thème de cette conférence de la solidarité africaine en relations mondiales a été inspiré par mon livre publié en anglais cette année. Le livre est ici. The Rebirth of African Solidarity, from Kinship Mutual Help to Global Relations, qui peut se traduire le renouveau de la solidarité africaine, de l'entraide familiale aux relations mondiales. Le thème de cette leçon, de la solidarité africaine aux relations mondiales. La vraie solidarité doit être considérée comme une clé au développement dans toutes ses dimensions. L'être humain est un être qui trouve son accomplissement dans la communauté. C'est un être communion qui a fort besoin de ses semblables. Le besoin pour les êtres humains de vivre ensemble se rencontre dans toutes les cultures,
mais a été plus concrétisé en Afrique traditionnelle comme esprit de famille. La solidarité ou la civilisation africaine a connu une époque de gloire qui malheureusement a perdu sa force à cause de l'influence du monde extérieur. La solidarité africaine est une valeur noble qui est au point de se perdre. Nous devrions la sauver et la rénover eu égard à son importance dans la vie humaine. La période glorieuse. En Afrique ancestrale, la solidarité va dans toutes les directions puisqu'elle s'étend non seulement aux vivants, mais aussi à ceux qui ont quitté cette vie et qui vivent dans l'au-delà, aux générations futures, aux esprits et à la nature. L'existence et la force de l'Africain et la force des Africains traditionnels, c'est vraiment une mystique qui fait tout vivre en solidarité. En ce qui concerne les êtres humains, leur vie est entretissée de telle sorte qu'ils constituent ensemble une réalité unique. En réalité, tous les êtres sont interdépendants et selon la sagesse africaine traditionnelle, l'être humain est au centre de cette interdépendance puisqu'il est en relation avec d'autres personnes, avec Dieu et avec tout l'univers. Telle est la solidarité sublime qui donne force. Dans l'Afrique traditionnelle, l'humiliation ou l'échec d'une seule personne représentait la réduction de la force vitale de tous et la victoire d'un seul individu rehaussait la gloire de tous. La vraie solidarité résulte de l'empathie ou la compassion. Le solidaire est conscient de la situation de l'autre pour la protéger. Cette situation peut être heureuse ou malheureuse. La personne solidaire la prend comme la sienne propre et y intervient. La vraie solidarité exclut la concurrence, l'égoïsme, la haine, la corruption, l'injustice, la division, la guerre, etc., qui sont des vices qui fragilisent la communauté. La vraie solidarité conduit au bonheur de tous. Par l'esprit solidaire, nos ancêtres prenaient chacun la communauté pour son bien propre. D'une façon particulière, il y avait un soutien envers les faibles et une réelle cohésion sociale. L'Africain traditionnel était généreux au sens où il partageait ce qu'il était et ce qu'il avait avec les autres, et cela faisait sa joie. Dans l'ancien temps, tout le monde contribuait au bien commun et se réservait d'exploiter les autres. La générosité en Afrique n'avait pas de limite puisque les Noirs avaient l'hospitalité même envers les étrangers inconnus. Malheureusement, l'hospitalité accordée aux étrangers avait ouvert la porte au mal de l'évasion de l'Afrique qui fragilise progressivement la solidarité africaine jusqu'à nos jours. Les Africains ont toutes les raisons de déplorer l'affaiblissement de la solidarité, d'autant plus que la vraie solidarité est une puissance qui rend invincible puisqu'elle donne force à ceux qui la pratiquent. Au contraire, ceux qui sont divisés se trouvent dans une fragilité humiliante qui rend impossible le développement. Malheureusement, l'agression extérieure avait fini par affaiblir l'Afrique ancestrale et les conséquences sont visibles jusqu'aujourd'hui. Ces conséquences négatives des faits historiques ont conduit l'Afrique à une crise difficile à surmonter. La crise africaine.
La solidarité africaine est malheureusement en train de disparaître à cause de la traite des Noirs, la colonisation et le néocolonialisme. En perdant notre solidarité culturelle, c'est notre force que nous perdons en échange avec la faiblesse. Perdre cette valeur, c'est perdre notre pouvoir de développement et être exposé à l'esclavage culturel. Paradoxalement, les Blancs ont adopté la solidarité exprimée par leur unité et ont ainsi renforcé leur système politique, économique et technologique, alors que pour nous, la solidarité est en train d'être abandonnée. La crise que nous vivons aujourd'hui est celle du néocolonialisme. La crise que nous vivons aujourd'hui est celle du néocolonialisme qui est moins brutale mais plus subtile et avilissante. C'est un esclavagisme qui est scientifiquement et ingénieusement caché, qui se voit à travers les incongruités de la mondialisation économique. Le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique viendra quand l'esclave du néocolonialisme, quand l'esclavage du néocolonialisme sera éradiqué. Cela requiert les leaders politiques qui soient capables de marier la valeur culturelle au modernisme. On ne peut pas arriver au vrai développement si on est déraciné de sa tradition. La solidarité africaine est donc à redécouvrir et à rénover en y intégrant les valeurs du monde développé. Le paradigme du développement de l'Afrique doit être la solidarité rénovée qui vise la prospérité. La condition sine qua non du développement authentique consiste à transformer le monde en se basant sur sa propre culture. Les Africains doivent fournir un effort pour transformer la nature en manufacturant leurs ressources. Aussi longtemps que les minéraux de l'Afrique seraient manufacturés par d'autres nations, le peuple africain restera perdant. L'État et le développement du peuple. Dans un pays pauvre, l'État devrait garantir à tous les citoyens, l'accès équitable aux opportunités et aux moyens modernes de productivité. Quand tout le monde a de bonnes opportunités, les conditions de vie s'améliorent et le pays se développe naturellement grâce au travail de chacun. L'opportunité que personne ne devrait louper, c'est l'éducation. L'éducation de qualité est donc vraiment la priorité des priorités pour l'Afrique. Il est du devoir de chaque État africain d'allouer un montant d'argent significatif de son budget à l'éducation de qualité et à la formation adaptée au monde moderne. C'est en assurant une éducation de qualité élevée et des informations nécessaires aux jeunes que l'Afrique sera capable de réaliser un développement de pointe. L'industrialisation de l'Afrique. La faiblesse de l'Afrique est liée à son retard technologique, ou mieux à son recul technologique, qui l'empêche d'être au standard des autres continents. Le malheur historique ont déjà déraciné et désorienté technologiquement les Africains en leur faisant perdre leur culture. Mais l'invention et la découverte n'ont lieu qu'au sein d'une culture. Néanmoins, le développement technologique reste possible en Afrique par les Africains. Si ces derniers prennent leur développement technologique comme une priorité, ils vont sûrement
l'atteindre. Ainsi, ils établiront des industries sur leur sol, pouvant assurer la valeur ajoutée à leurs produits afin que les articles purement africains accèdent au marché commun. L'Union des nations africaines. La force de l'Afrique viendra de la solidarité entre États. Voilà ce qui garantira la paix et la stabilité politico-économique des pays africains. Malheureusement, l'Afrique est divisée et cela constitue sa faiblesse notoire. La tentative d'unir les nations africaines n'a jamais abouti. En dépit de la bonne intention des textes fondateurs de l'Union africaine, les États africains n'ont pas encore atteint une union solide. Quelques pays sont encore en conflit et en guerre. L'Afrique devrait unanimement dire non à la guerre. La paix, la sécurité et le développement économique devraient être la marque distinctive de sa civilisation nouvelle. En fait, la solidarité entre les États africains est une priorité qui donnerait à chaque État africain et à tous les États africains une force inébranlable. Cependant, l'Afrique devrait se constituer comme une, sans perdre la souveraineté de chaque État, ni se couper du reste du monde. La solidarité est le droit de l'homme. Les droits de l'homme soutiennent que toute personne, sans discrimination d'origine ou classe sociale, a des droits fondamentaux qui ne doivent pas être violés. Par exemple, le droit à la vie, à une éducation adéquate, à la dignité humaine, aux soins médicaux, etc. Néanmoins, l'expérience montre que les droits humains s'appliquent différemment aux gens selon leur influence sociale. Voilà pourquoi la violation des droits de l'homme dans un pays pauvre préoccupe moins que la violation de ces droits dans un pays riche. En fait, les droits de certains Africains sont écrasés à tel point qu'ils se trouvent sans aucune défense. La solution à cette injustice, c'est la solidarité qui oppose toute forme de criminalité. La dignité de chaque personne doit être reconnue et respectée en dépit de sa race. Peut-être l'égalitarisme ou la philosophie libérale qui requiert que tous les êtres humains soient considérés comme égaux peut-il être utilisé. Le vrai égalitarisme contient le principe de la non-discrimination qui prend la forme de l'impartialité et ainsi conduit à l'objectivité. Il est souhaitable que le principe de l'impartialité soit observé dans la défense des droits fondamentaux de chaque personne. Ces droits ne doivent pas seulement être des assertions éthiques, ils doivent être protégés par la loi. Au-dessus de tout, la meilleure voie qui peut mener au bien de tous, c'est la solidarité de tous les peuples ou de toutes les nations au niveau mondial. L'union des nations du monde. La solidarité vaste peut réussir seulement quand elle est exercée par des États souverains et la vraie souveraineté ouvre à la coopération. Les pays du monde devraient chercher la solidarité qui anoblit et combattre tout ce qui conduit à l'inimitié. Le renouveau de la solidarité se donne la mission d'inspirer le monde à travailler pour l'unité et les relations internationales réussies.
La solidarité est une force qui peut faciliter l'harmonie entre les pays riches et les pays pauvres de ce monde. L'Union africaine devrait jouer le rôle d'ambassadeur de tous les Africains au reste du monde, avec l'objectivité d'atteindre l'assistance mutuelle harmonieuse entre les nations. En bref, il y a besoin de l'union mondiale, une nouvelle civilisation qui doit être commune à toutes les nations, une civilisation basée sur la solidarité mondiale. Celle-ci sera la vraie solidarité qui considère les personnes humaines avant les choses, les relations avant les profits et l'amitié avant le triomphe. Le respect de ces valeurs conduira au bonheur global et à la paix. Toutefois, l'union des nations du monde paraît comme une illusion, mais c'est la solution à la discrimination qui sévit le monde. Cette solution ne peut jamais venir de soi. Il faut que nous en parlions, que nous la défendions et que nous persévérions dans sa défense pour obtenir gain de cause. Rappelons-nous que le monde est mené par la quête d'intérêt et que les puissants de ce monde sont prêts à avilir les faibles pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils cherchent. Cela devrait éveiller la conscience des opprimés pour qu'ils commencent à défendre leurs droits. Quand nos droits sont écrasés, nous devons nous battre pour les rétablir, parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Eu égard à l'injustice flagrante dans le monde, nous concluons en disant que la solidarité mondiale qui conduirait à l'union des nations était besoin. Nous attendons avec impatience le jour où tout le monde traitera l'autre comme frère ou sœur. La solidarité mondiale est possible même si elle n'est pas encore effective et même si elle ne peut être que la préoccupation des hommes et femmes de bonne volonté. C'est nous qui la vulgariserons, même si son application pourra prendre un temps très prolongé. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour ces applaudissements et merci beaucoup à l'éminent professeur pour cet exposé. À présent, nous avons un peu de temps pour poser des questions. On va prendre quelques questions, 5 peut-être vont suffire. Alors, le conférencier nous a développé un thème d'actualité qui porte sur la solidarité aux relations mondiales. Et l'essentiel que nous avons écouté, c'est que l'unique chose qui puisse conduire au bien-être de tous n'est rien d'autre que la solidarité. Une question, celui qui en a, s'il vous plaît. Une question? Alors, moi, j'ai une question. Il y a quelques 2 jours, j'étais avec quelqu'un qui est venu de l'Europe, qui a certainement prouvé cette différence qui existe entre les Africains et les Blancs. Avec des petits exemples qu'il m'a montrés, j'ai compris que réellement, en Afrique, nous sommes quand même solidaires. Il m'a dit que lorsque vous arrivez en Europe, tout le monde est occupé par ses affaires. Vous n'avez pas quelqu'un à qui vous pouvez même demander l'adresse. Il n'y a personne qui va vous écouter, qui va vous donner 1 minute
pour qu'il écoute ce que vous voulez dire. Vous demandez même une aide à quelqu'un et il vous dira non, non, je ne peux pas t'aider. Tu demandes, est-ce que tu peux m'aider? Il dit non, non. Donc chacun est pressé, il est dans ses affaires. Contrairement à ici chez nous où on est disposé à aider n'importe qui est dans les besoins. Alors, ma préoccupation était de savoir qu'est-ce que nous devons faire, révérend Père, pour que cette solidarité que nous avons encore, même si vous avez dit que nous sommes en train de la perdre progressivement, qu'est-ce que nous devons faire pour infecter cette solidarité à nos frères de l'Europe, par exemple, à nos frères blancs, qui n'ont pas en tout cas cette solidarité. Vous avez dit que c'est leur compas, mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions les amener à se joindre à ces dons que je peux appeler dons de Dieu ici chez nous en Afrique. Je ne sais pas si on peut enchaîner des questions comme ça, les conférenciers, ou soit les éminents professeurs qui sont devant, ils vont répondre. Il y a une question au niveau de l'Assemblée. On prend le maximum 5 questions, on va répondre au côté. Merci pour la parole. En fait, j'interviens au-delà de la question, mais aussi à terme d'observation. J'ai l'impression que notre professeur, il s'est attelé seulement à la solidarité sociale. C'est pourquoi je voulais juste qu'il nous éclaire aussi sur ce que je peux qualifier de solidarité politique. Je me dis, les Africains sont solidaires, mais je l'affirme encore socialement. Sur le plan politique, il y a encore un problème. C'est pourquoi je me suis dit que nous sommes allés de la solidarité sociale à l'égoïsme. L'égoïsme politique qui semble enfreindre la solidarité sociale. Et on a assisté à une sorte de mutation d'esprit africain. C'est-à-dire un déplacement d'esprit africain qui nous a conduit à une certaine dépendance étrangère. Alors, qu'allons-nous faire à ceux-là, c'est-à-dire ceux-là qui nous gèrent, nos autorités, qui ne comprennent jusque-là rien, les autorités politiques, qui ne savent pas qu'il faut cultiver la solidarité à tous les niveaux, qui ont choisi peut-être la voie de la mutation d'esprit pour porter atteinte à notre solidarité traditionnelle telle qu'elle est reconnue par nos aïeux. Nous avons dit. Merci beaucoup pour la question. À poser la question, comme on a passé de temps, il faut être bref et direct pour permettre aussi aux conférenciers de bien écouter la question. Oui, merci pour l'accord de la parole. On a bien suivi l'exposé, c'est tellement bien, mais un souci se pose et on constate avec amertume que les Africains sont aussi les grands imitateurs de l'Occident, sans tenir compte des biens ou du mal. C'est pourquoi la question se pose. Qu'est-ce que nous pouvons faire, État africain, pour l'imiter ou pour ne pas imiter même cette stratégie? Parce qu'on vient de nous donner un exemple pratique que les Européens réaffirment qu'ils ne sont pas vraiment très solidaires que les Africains. En arrivant en Afrique, il a trouvé un caractère solidaire qui l'a beaucoup marqué. Comme nous imitons toujours les Européens, est-ce
on ne peut pas chercher une stratégie pour influencer même l'Occident. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. On a besoin aussi d'écouter les étudiants. Ce n'est pas une conférence destinée seulement aux enseignants. C'est une expérience aussi pour vous, chers étudiants. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. J'ai bien suivi l'exposé de l'éminent professeur. Et dans cet exposé, j'ai retenu beaucoup de choses. Vous avez parlé, vous avez développé les thèmes de la solidarité. Mais aujourd'hui, quand j'essaie de regarder notre monde, nous sommes dans un monde en agitation. Et comme qu'il le dirait par exemple Jules Hans, il dit nous sommes dans une société de fatigue. Et il le dit par rapport à la mondialisation dont vous avez fait mention dans les premiers temps. Alors je me dis, comment renforcer notre solidarité qui est maintenant corrompue par la force de l'impérialisme, tel que venait de le dire l'assistant Diego. Nous sommes dans une société où nous sommes maintenant corrompus. On ne sait plus reconnaître nos valeurs. Alors, comment renforcer notre solidarité devant cette force de l'impérialisme? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question qui réjouit aussi celle de l'assistant Osé, qui parle aussi d'une mutation vers la mondialisation. Voilà les deux dernières questions. Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. J'interviens dans le sens, je voudrais poser, vous avez dit que les Européens, voulais-je dire, ne sont pas très solidaires, mais au point du développement, sont très loin que les Africains. Alors, pourquoi il y a cette différence? Le développement des Européens, c'est en avance, mais le développement des Africains, c'est à rebours. C'est-à-dire nous sommes dans un continent à développement. Pourquoi cette cause est solidaire? La dernière question, et on va donner la parole. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. J'ai suivi avec intérêt l'exposé de l'éminent professeur et voici ma question. En s'inspirant de la philosophie africaine de l'Ubuntu, rapprochée de la pensée d'Emmanuel Levinas sur la responsabilité envers autrui, comment la solidarité africaine peut-elle dépasser les appartenances ethniques, nationales ou régionales pour fonder une éthique panafricaine réellement universelle qui nous permettrait de vivre dans la paix, réduire les problèmes de conflits et de guerres en Afrique? Merci. Merci beaucoup pour ta question. Et on va donner la parole au conférencier, mais aussi qui sera aussi aidé par les éminents professeurs qui sont devant. Mais en premier, il y a le révérend Père Chancelier qui demandait la parole. Je ne sais pas si c'est pour répondre ou la question aussi. Oui, je peux faire un commentaire, mais peut-être qu'il servira aussi comme une question. Comme vous savez, l'histoire de la solidarité à travers les sociétés, on a l'impression que la solidarité, comme vous le voyez, vous partez de la solidarité familiale ou des relations familiales aux relations internationales. J'aurais bien voulu que vous puissiez essayer d'expliquer comment la solidarité africaine s'est progressivement affaiblie. Il a été constaté que partout là où l'État est fort, la solidarité familiale s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'il semble que la solidarité dépend du fait qu'on n'a pas de choix que d'être aidé par les membres de sa famille.
Ce sont eux, quand vous avez des problèmes, qui interviennent pour vous. Et quand l'état on peut le dire qu'on appelle l'état-providence, qui répond à vos besoins, il vous donne le soin de santé, il vous donne un bon salaire, il vous assure un transport, tout. La famille va encore faire quoi? Quand vous avez toute la mutualité qui vous donne les soins de santé, toute la scolarité elle est assurée par des bourses d'études, la sécurité elle est assurée par la police et l'État. Qu'est-ce qui reste à la famille ou aux relations familiales? Très peu. Et donc ces facteurs-là tuent la solidarité familiale et l'État récupère cela. Ce qui fait que donc quelqu'un peut aller vivre au loin de sa famille, en tout cas il ne va plus dépendre de sa famille, il ne va plus dépendre de ses amitiés, du moins au niveau matériel, des choses comme cela. Voilà. Donc je voudrais que vous puissiez regarder un peu si ces facteurs-là a joué quelque chose, le fait que les sociétés africaines soient passées de régime traditionnel vers la mutation vers l'État de providence. Je voudrais d'abord remercier le révérend Père pour la conférence, le partage de ses recherches et de son inquiétude scientifique. Et le thème de la solidarité, c'est un thème très important et à travers toutes les questions qui sont en train d'être adressées aux conférenciers, on peut déjà se rendre compte que c'est un problème inquiétant en même temps parce qu'il y a un vide profond à partir de l'expérience même que nous avons de nos familles et de nos sociétés. Alors, deux orientations questionnantes. La première est celle-ci. Qu'est-ce que l'on peut retenir des caractéristiques fondamentales de la solidarité africaine, liées un peu à la famille, et qui pourrait illuminer la nouvelle ère de l'Africain en Afrique d'aujourd'hui, à l'heure de la globalisation ou de la mondialisation. Autrement dit, qu'est-ce que la solidarité traditionnelle peut transmettre comme héritage à la vie actuelle de l'Africain? Deuxièmement, je voudrais un peu regarder l'aspect politique avec les relations internationales, les jeux de la convivence, de vivre ensemble dans un monde globalisé. Et qu'est-ce que la solidarité africaine peut offrir à la politique internationale comme modus vivendi, comme quelque chose qu'on peut imiter pour améliorer nos relations. Voilà, je crois qu'avec ces éléments, nous pourrons découvrir que la solidarité africaine n'est pas seulement quelque chose limité à la carence, comme on dirait, c'est le dernier recours, quand on n'a plus rien comme recours social. C'est l'argument que vous avez écouté, donc en disant, ben, si l'État est fort, il me donne tout comme un provident. Et donc, pourquoi je vais recourir à mon frère ou à mon ami pour lui dire, ben, j'ai faim, donnez-moi un peu de votre pain, alors que j'ai déjà le pain. Et donc, quelles sont ces caractéristiques de cette solidarité qui pourraient nous permettre de donner un renouveau à notre vie actuelle en Afrique, mais aussi au vécu des relations internationales aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour les différentes questions. Je vais répondre selon ce que j'ai compris et selon le peu que j'ai pu écrire ici. La première question, c'était à propos de la différence entre les Africains et les Européens. Et puis, qu'est-ce que nous devons faire pour effectuer cette solidarité à nos frères européens? Et je trouve que cette question
revient un peu d'une façon ou d'une autre. La différence entre les Africains et les Européens. Je vais d'abord dire que la solidarité africaine, telle que nous la connaissons, de l'entraide mutuelle, elle est purement africaine. J'ai fait des recherches et si vous parcourez ces livres, malheureusement en anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais, j'ai fait des recherches et j'ai constaté que la devise de beaucoup de pays, l'union fait la force, elle est africaine ou elle a des racines en Afrique. Et plus particulièrement dans la culture de Bakongo. J'ai trouvé beaucoup d'éléments et j'ai trouvé même la formule qui s'apparente à cette formule de la devise « l'union fait la force ». Pour dire que cet idéal de la solidarité où les gens se mettent ensemble pour devenir plus forts, ça caractérise l'Afrique traditionnelle. Alors, comment comparer les Africains aux Européens aujourd'hui? Les Africains qui avaient cette force noble l'ont perdue. Oh, ils sont en train de la perdre. Et ils l'ont perdue à partir de ce que j'ai appelé des incongruités qui ont affecté l'Afrique négativement. Quand j'ai parlé de la crise, j'ai parlé de la traite des Noirs, la colonisation et le néocolonialisme, qui sont en train de nous dépouiller de nos forces. Vous connaissez ce que nous appelons tabula rasa, qui a été dit pendant la colonisation. On a supprimé tout ce qui était africain, tout le pouvoir de l'Africain, toute la force de l'Africain. On a dispersé les communautés et les gens qui fouillaient, par exemple, pendant la traite des Noirs, ils fouillaient, les villages se vidaient et leurs initiatives disparaissaient. Donc, il y avait beaucoup d'initiatives en Afrique. J'ai mentionné quelques initiatives ici. Par exemple, en Afrique ancestrale, il y avait des gens qui faisaient l'opération même du cerveau, de la tête. Donc, ils avaient une médecine, même si c'était quand même atroce parce qu'ils n'avaient pas d'anesthésie. Mais ils faisaient l'opération même du cerveau, de la tête. Toute cette technologie a disparu. Pourquoi? Donc, nous avions beaucoup de choses que nous étions en train de faire. Donc, si on continuait avec notre culture et développer notre culture, on serait très loin. Je vais vous donner un élément aussi qui peut peut-être vous bousculer votre imaginaire. Toujours dans le domaine de la médecine ou peut-être de la chimie. Les Égyptiens d'antan qui ont fait l'histoire des Égyptiens étaient des Noirs. Les pharaons dont nous parlons dans l'histoire, qui ont fait des mastabas, des pyramides, étaient des Noirs. Et il y a encore des preuves, après beaucoup de millénaires, hein, plus de 5000 ans, je crois, il y a encore des éléments de momification. Donc les pharaons qui mouraient, on a trouvé un produit qui pouvait leur donner, qui pouvait donner au corps de résister et de résister pendant des millénaires. Alors que dans la médecine moderne aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de produit qui peut garder le corps pendant si longtemps. Peut-être on peut garder le corps pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Si ce n'est pas au froid, ça va se détérioriser. Ça va se détériorer. Mais alors, comment comprendre que les Noirs avaient découvert ces produits et malheureusement toute cette technologie a disparu? Donc pour dire que les Africains
ne doivent pas se minimiser. Ils doivent avoir confiance à leur capacité intellectuelle. Ils doivent avoir confiance à leur capacité de raisonner et à leur capacité de la technologie. Malheureusement, à partir des événements de la traite des Noirs, de la colonisation et maintenant du néocolonialisme, tout cela a disparu. Alors, j'ai parlé dans ce livre des Blancs qui ont pris la devise pour la leur. L'union fait la force. Quand nous comparons les Africains aux Blancs, les Africains ont la solidarité fraternelle ou mutuelle. Ils savent créer les relations de vie, les relations de famille. Les Blancs vivent dans l'individualisme. Mais ils ont adopté la solidarité dans leurs institutions. Ils ont trouvé une valeur en Afrique qui les a inspirés. Dans leurs institutions, ils ont la solidarité très solide. Et c'est comme ça que nous voyons, je vais donner peut-être l'exemple de l'Union européenne, des Nations unies et de beaucoup d'autres institutions. Ils ont compris qu'il faut s'unir pour être fort. Et le revers de la médaille, pour affaiblir les autres, il faut les diviser. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas des frères. Donc, si on vous divise aujourd'hui, vous allez vous affaiblir et on divise davantage, on s'affaiblit de plus en plus. Mais ils s'unissent davantage pour être très forts. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour effectuer cette solidarité à nos frères européens? Nous devons d'abord la vivre nous-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous devons en parler. Nous devons vulgariser pour aider les Africains de revenir à leurs valeurs culturelles qu'ils sont en train de perdre. Nous devons vulgariser la solidarité. Et j'ai dit dans ce livre que la solidarité doit commencer par les communautés les plus restreintes. Donc il faut que la solidarité commence par la famille d'abord. Nous devons valoriser cette valeur culturelle dans nos familles, dans notre société, dans nos pays, en Afrique. Et c'est là que nous devons peut-être penser à consolider ou à solidifier l'Union africaine pour être capable de nous adresser au monde comme un peuple uni. Quand le monde nous verra unis, le monde apprendra de nous. Deuxième question. On m'a dit que j'ai parlé seulement de la solidarité sociale. Qu'en est-il de la solidarité politique? Sur le plan politique, il y a encore un problème. Que faire pour les politiciens, pour que les politiciens comprennent la solidarité? Oui, comme la conférence ça a duré seulement quelques minutes, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté et qui peuvent aider et qui se trouvent peut-être dans l'ouvrage. Quand je parle de la solidarité qui doit se consolider de la base au sommet, c'est une solidarité qui doit se consolider aussi entre les États et entre l'Afrique et le reste du monde. Cela implique une dimension politique. Et pas seulement politique, j'ai souligné plutôt la diplomatie. Il faut que nous ayons une diplomatie élevée qui va nous aider à tisser des liens entre nous d'abord. Parce que je suis très convaincu que si l'Afrique est politiquement unie, le monde va apprendre beaucoup de l'Afrique, de notre politique, de nos stratégies. Mais cela demande une diplomatie qui fera de nous, Africains, des amis ou des frères et sœurs et qui nous aidera à approcher le monde d'aujourd'hui comme une communauté unie. Troisième question, il y a un souci. Les Africains sont des grands imitateurs des Occidentaux. Que faire? Bien sûr, nous semblons imiter trop.
ce qui se passe en Occident, même les antivaleurs, et c'est ce qui nous diminue. Nous devons nous protéger ou nous devons nous prévenir des antivaleurs. Les antivaleurs qui nous dégradent et qui nous déroutent de notre idéal. Alors, si la solidarité est une de nos valeurs élevées, nous devons apprendre de notre tradition, de notre histoire. Bien sûr, dans notre tradition, il y a aussi des antivaleurs. En rénovant la solidarité, nous devons laisser à côté les antivaleurs de notre culture et approfondir et développer seulement les valeurs culturelles. J'ai dit qu'on ne peut pas se développer si on oublie sa culture. Dans notre culture, il y a beaucoup de richesses que nous avons oubliées. La fois dernière, j'ai partagé avec mon père pendant mes vacances. Il m'a parlé de quelque chose qui était dans notre culture africaine. C'était la métallurgie. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne savaient pas que les Africains étaient capables de fabriquer des métaux. Nous avions la métallurgie. J'ai essayé de poser des questions à certains amis qui ont confirmé ça. Il y a des minéraux dans certains coins de notre pays ici que l'on utilisait, on faisait la fonte de ces minéraux pour avoir le fer. Et c'est comme ça que nos ancêtres avaient des houes, ils avaient des couteaux, ils avaient des serpettes, mais qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Ils ne dépendaient de personne pour leur métallurgie. Ils trouvaient cela dans leur nature. En abandonnant notre culture, nous arrivons à un point de pensée que nous ne pouvons pas fabriquer des machines. Les machines ont besoin de tous ces minéraux, mais nous ne pensons pas que nous sommes capables de ça. Si nous allons dans notre nature, nous exploitons la nature, nous allons découvrir que nous sommes aussi capables de fabriquer des machines. Pour fabriquer des machines, il faut une certaine logique pour harmoniser des pièces ensemble et pour une fin précise. Est-ce que nous sommes incapables de ça? Nous avons beaucoup d'ingénieurs, à beaucoup de domaines qui ont des diplômes. Mais ces diplômes devraient nous servir à exploiter notre nature et à créer un monde qui est nôtre, avec des produits purement africains. Et c'est là que j'ai dit que si nous travaillons avec nos valeurs africaines, nous allons produire des produits manufacturés que nous pouvons amener au marché commun. Nous sommes très absents au marché commun parce que nous ne fabriquons rien. Même les montres que nous portons, nous dépendons d'autres cultures, des téléphones, alors que les minéraux viennent de chez nous. Donc nous avons beaucoup de défis devant nous. Et comme intellectuels, nous devons bousculer notre imaginaire pour être capables de sortir de notre avilissement. Quatrième question, solidarité, mais nous sommes dans un monde de l'agitation, mondialisation. Comment renforcer notre solidarité face à l'impérialisme? L'impérialisme que nous vivons, nous la vivons parce que nous permettons ça. Parmi nous, il y a des traîtres qui peuvent permettre aux impérialistes de réussir. Vous savez qu'il y a des pays qui n'étaient pas colonisés et parmi ces pays, il y a des pays africains. Pourquoi ils n'étaient pas colonisés? Parce qu'ils n'avaient pas permis que leur force soit menacée. Alors, quand les impérialistes réussissent chez nous, il faut que nous sachions que nous-mêmes, nous facilitons cela. Donc, si nous sommes vraiment solidaires et si nous travaillons pour notre croissance, si nous donnons valeur à notre pays, à notre continent, nous allons devenir une puissance et l'impérialisme n'aura plus de force chez nous. J'avais suivi une petite vidéo qui montrait comment dans un pays africain, c'était un pays du nord de l'Afrique,
je ne me rappelle plus bien, je crois que c'était peut-être l'Algérie, si je ne me trompe pas, où on a montré que si on travaille bien, les Européens viendront chercher du travail chez nous. Donc, nous n'avons pas besoin de nous laisser faire. Nous devons travailler pour que nous puissions créer un monde qui attirera les autres chez nous. Voyez l'Afrique, voyez le Congo, naturellement riche. Ces pays devraient être les pays les plus beaux du monde. Parce que tout ce qui embellit d'autres pays du monde vient d'ici. Nous avons tout ce qui peut embellir ces pays, de telle sorte que tout le monde, quand il arrive ici, il se demande s'il est au paradis ou non. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Cinquième question. Les Européens ne sont pas très solidaires, mais pourquoi ils sont avancés à développement? Je crois que j'ai répondu à cette question d'une manière ou d'une autre. J'ai montré que les Européens avaient trouvé que l'union fait la force. Nous étions unis. Ils nous ont aidés à oublier notre solidarité, mais ils ont pris ça pour eux-mêmes. Les Européens sont très solidaires dans leurs institutions, comme je l'ai mentionné. Donc, leur développement qui avance, ça avance grâce à leur force de rationalité. Ils réfléchissent parfois doublement ou triplement par rapport à nous. Comment fabriquer un monde, comment créer un monde où il fera beau vivre. Ils y réfléchissent sans dormir. Ils réfléchissent comment ils doivent accroître leur économie et ils réfléchissent chaque jour. Alors que nous, parfois, on ne réfléchit même pas sur notre économie. Peut-être seulement les étudiants qui sont en train de faire l'économie peuvent avoir le temps et certains qui font le commerce. Mais plusieurs Africains n'ont pas le temps de réfléchir sur comment accroître l'économie. Donc les Européens avancent parce qu'ils consolident leur solidarité au niveau de leurs institutions et parce qu'ils réfléchissent 3 fois ou même 10 fois plus que nous sur comment accroître leur économie. Donc, à ce point-là, nous devons apprendre des Européens la nécessité d'élever notre rationalité et la nécessité de consolider notre solidarité. La solidarité entre nous, interpersonnelle comme nous le connaissons, et la solidarité au niveau des institutions. J'ai parlé de partenariat. Le monde d'aujourd'hui a besoin de partenariat. Ça, c'est une forme de solidarité des institutions. Question numéro 6. Il y a, je crois, un étudiant qui a parlé de la philosophie africaine de Ubuntu. Comment dépasser les limites ethniques pour dépasser les guerres en Afrique, par exemple. Les limites ethniques. Les enfants qui naissent et qui grandissent, les enfants de 5 ans, n'ont pas de conflit ethnique. De 0 à 5 ans. Ou peut-être même de 0 à 7 ans, 10 ans là-bas. Les enfants n'ont pas de conflit ethnique. Les enfants des adultes qui sont ennemis jouent ensemble. Les enfants des pays ennemis jouent ensemble quand ils se rencontrent. Parce qu'ils n'ont pas de conflit ethnique. Le conflit ethnique vient d'une certaine éducation que les gens reçoivent. Quand les enfants des ennemis jouent ensemble, ce sont les adultes qui viennent dire « je ne veux plus te voir avec celui-là ». C'est donc l'adulte qui lui dit « ça c'est mon ennemi ». C'est donc une certaine éducation. Il y a des tribus en Afrique qui développent ce qu'on appelle « Shenyu ni Shenyu ». Ça, c'est un terme que nous avons trouvé au Kenya par un philosophe kenyan qui est aujourd'hui archevêque de Kisumu. C'est l'archevêque Maurice Makumba. Il dit que
le tribalisme entre dans les têtes des gens par cette doctrine de Shenyunishenyu. Quand la culture vous apprend qu'il faut rejeter la personne qui n'est pas de ta tribu, qu'il faut rejeter la personne qui ne parle pas ta langue maternelle, qu'il faut rejeter la personne qui n'est pas de ton groupe culturel, ça entre dans ton esprit. Et une fois ça entre dans ton esprit, ça devient une croyance. Donc on a des croyances culturelles, et une fois on a une croyance, c'est difficile de changer ça. Parce que la croyance a une place dans le cœur. C'est comme l'amour. Donc, beaucoup de gens qui se donnent au conflit ethnique, au tribalisme, ce sont une certaine croyance dans leur cœur et qui sont capables de faire du mal à quelqu'un qui n'est pas de leur tribu, qui n'est pas de leur race. Donc, pour éradiquer cela, nous devons aussi donner une éducation à notre population, une éducation au monde. On a besoin d'une éducation qui va aider la société humaine à se transformer et à considérer la solidarité comme une valeur sans toutes nos divisions. Pour les commentaires des pères, je crois que je ne commenterai rien. Merci. Merci beaucoup, Père, pour ces réponses à ces questions. Mais je suis content parce que j'attendais des étudiants une question drôle de savoir pourquoi cette solidarité que nous prêchons aujourd'hui a toujours été interdite lors de l'interrogation et de l'examen. J'attendais cette drôle question des étudiants, mais heureusement que la question n'a pas été posée. Mais quand même, le Père peut commenter un peu cette question. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'éléments de commentaires pour accompagner la réflexion réalisée par notre cher Père Charles Mobunga, conférencier du jour, et puis en cheval avec toutes les questions qui ont été articulées par les intervenants. Alors, je voudrais attirer notre attention sur un élément capital. La relation émotionnelle ou historique entre l'Afrique et l'Europe. C'est une question capitale. Si nous voulons avancer, nous devons nous décomplexer. La majorité des Africains, quand ils parlent de cette relation, ils parlent d'une position de complexe d'infériorité. Et cela est catastrophique. Il suffit qu'il y ait blanc qui arrive ici, vous verrez comment le climat va changer. Ça, c'est un complexe, c'est une maladie. Et cette maladie n'appartient pas à l'Européen. Et elle n'est pas semée par l'Européen. Nous tous ici, nous sommes de la génération post-colonisation politique. Mais nous vivons évidemment la néocolonisation, mais elle est plus grave au niveau psychologique. Donc, nous implorons la grâce de la délivrance de cette grave maladie. Et le deuxième élément, c'est la valeur du sacrifice et du travail bien fait pour la consolidation de la solidarité. La solidarité n'est pas pour entretenir les paresseux ou les parasites, les gens qui veulent vivre sur le dos des autres. La solidarité, c'est pour résoudre les problèmes réels. Alors, si nous comprenons la solidarité dans ce sens-là, nous allons nous rendre compte que c'est d'abord une valeur qu'on trouve dans toutes les cultures. Et qu'en plus, c'est une valeur qui porte des formes différentes. Donc, si la solidarité africaine a été présentée ici comme n'ayant pas aidé au développement de l'Afrique, bon, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est peut-être parce que les Africains ont plus choisi de tomber malades du complexe
ou de la trahison, telle que dénoncée par le conférencier du jour, etc. Il faudrait donc nous poser la question, pourquoi notre solidarité ne nous a pas beaucoup aidé à nous développer? On pourrait revenir sur des questions traditionnalistes. Je ne dis pas traditionnelles, je dis bien traditionnalistes, parce que la tradition n'est pas mauvaise. Ça dépend de la façon dont on s'en sert. Donc les questions de traditionnalisme, traditionnaliste, traditionnalisante, ça nous pose quand même sérieusement des problèmes. Si on demandait à un étudiant de l'UAC aujourd'hui de devoir abandonner les études au nom de la tradition, je ne sais pas ce que cela signifie. Une tradition qui n'est pas orientée vers l'avenir, c'est une tradition condamnée à devenir un poison pour la société. Une tradition qui n'est pas orientée vers l'avenir, c'est-à-dire vers la croissance, c'est une tradition condamnée à devenir un poison pour la société. Troisième élément, les grandes transformations de l'histoire naissent de petites intuitions déterminantes, assumées avec persévérance. Les circonstances dans lesquelles nous naissons sont des circonstances qui nous projettent vers l'avenir. Il y a beaucoup de biens que nous réalisons à travers de petites choses. C'est pour cela que je reviens sur la valeur de notre solidarité que nous avons reçue comme une tradition, c'est-à-dire comme quelque chose de valeur qui nous a été transmis. Nous sommes des héritiers de la tradition africaine avec les éléments de la solidarité. Et ces valeurs que nous le recevons comme un dépôt que nous devons faire croître. Et nous devons le faire croître à partir de chacun de nous. Nous devons assumer cette responsabilité-là. La valeur de la mémoire doit accompagner ce devoir de transformation. Et le dynamisme transformateur doit être orienté vers la croissance, vers l'avenir. L'avenir, c'est la croissance. L'avenir, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous intégrons des étudiants. Vous vous rappelez ce que le Père nous a dit dans l'homélie. Nous intégrons de nouveaux étudiants dans la famille UACN, non pas pour qu'ils passent toute leur vie à l'UAC comme étudiants, mais pour que, une fois passés par l'UAC, ils deviennent des grands cadres pour arroser positivement la société. C'est important, c'est capital. Et donc, à ce sens, on pourrait dire que l'UAC devient un geste, un acte solidaire pour octroyer à chaque individu qui passe par ici des instruments pouvant l'aider à devenir un grand développeur de la société. Donc, la solidarité, c'est aussi cela. Il n'y a pas que des interventions pour, je ne sais pas, quelqu'un malade, on le amène à manger à l'hôpital. Aujourd'hui, on fait transférer beaucoup de plats de nourriture par téléphone, juste un petit geste, et on a de l'argent et on va acheter la nourriture, même sans dire bonjour, ni comment ça va, ni je voudrais que je souhaite que tu guérisses, mais on peut même le faire juste pour tromper l'apparence. Ben, on use de ce qui est de surplus de sa table pour nourrir l'espoir trompeur de l'autre et pour qu'il puisse continuer à penser qu'on l'aime. C'est cela. C'est très curieux qu'on n'ait pas posé la question de la solidarité à travers les soi-disant les aides au développement. Sont-ils réellement des actes solidaires? Est-ce que ces aides-là nous ont aidés à nous développer? Si non, pourquoi? Si oui, où en sont les preuves? Donc nous avons vraiment un grand défi comme communauté que nous reconnaissons, et c'est très bon, sous-développé, mais il ne faut pas assumer ça avec résignation. Il faut assumer ça comme provocation pour que nous puissions faire le pas vers un nous-mêmes plus élevé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Révérend Père, pour ces ajouts constructifs qui nous permettent d'ailleurs de boucler notre deuxième partie de la journée. Comme nous l'avons dit, nous poursuivons un grand programme pour la journée. Voilà, bientôt on va passer à une autre étape. On accorde la parole. Merci beaucoup. Juste un ajout. Je vous ai dit que le livre est écrit en anglais, mais nous vous appelons tous à apprendre l'anglais. Et je crois que vous êtes informés. Les étudiants qui ont eu cours avec moi, ils avancent déjà en anglais. Donc, ne restez pas derrière. Ils seront des bilingues bientôt. Et ils seront capables de lire des documents en anglais. Et je voudrais juste vous dire aussi que l'éditeur de ce livre, c'est le père Wilfried Kibanda qui est avec nous. Vous pouvez applaudir pour lui. Merci. Merci beaucoup. Très chères autorités de l'IAC, distingués invités, nous vous remercions sincèrement pour votre participation active à cette conférence qui ouvre aussi presque la troisième partie de nos activités de la journée. Et à présent, donc, nous allons sortir progressivement. Il y a la fanfare qui est déjà à l'extérieur. Il y a aussi la brigade qui est là pour nous orienter. Nous allons donc faire notre caravane d'ici jusqu'à chez Congo Solution, c'est à Bouikene. C'est là où nous allons poursuivre d'autres activités. Nous allons écouter des allocutions, nous allons intégrer des étudiants et puis nous allons danser et partager notre dîner. Je crois qu'on peut. On commence, les autorités sortent et vous les suivez après. Merci beaucoup.